Donc, on va pouvoir Oui, démarrer. oui. Bienvenue à tous sur pour la dernière journée de live de la semaine. Donc, je rappelle que moi, donc, je suis Marion. Je fais partie de l'équipe d'organisation de l'espace écologie de la RAMF, qui malheureusement, Riyad Inch'Allah, n'a pas pu avoir lieu cette année. Et donc, on a proposé toute la semaine des lives sur différents sujets qui devaient être abordés au cours de la RAMF. Et aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Et on commence donc avec Safa pour parler un peu de sobriété et de minimalisme. Et c'était aussi le thème principal de notre espace de la RAMF. Hein. C'était un ramadan pour une sobriété retrouvée. Donc, c'est ce qu'on aborde aujourd'hui. Ouais, on est Voilà. dans le thème, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Safa, je te propose de te présenter. Et, Voilà, donc, moi, je suis étudiante en master de psychologie à la base, c'est-à-dire que l'écologie, le minimalisme, la sobriété, c'est surtout, je pense, un mode de vie. Et donc, comment est-ce que j'en suis arrivée là à la base? C'est que au début, je pense que la prise de conscience, elle est venue du fait que dans ma famille, déjà, on n'achetait pas n'importe quoi, on n'achetait pas un peu de tout. En fait, il y avait certains produits qu'on boycottait au final, comme, je sais pas, comme certaines boissons ou certaines grandes enseignes. mhm, Et au final, en fait, ça m'a permis aussi de me rendre compte que ce qu'on consomme, c'était pas juste des choses qu'on mangeait ou juste des choses qu'on achetait pour se faire plaisir, mais au final, on avait un impact et on avait une influence par rapport à ce qu'on achetait sur le monde et sur les gens qui sont autour de nous. Et donc à partir de là, comme j'achetais pas certaines boissons et certaines marques, j'en suis arrivée à me demander si je pouvais pas changer d'autres de mes habitudes. Et je trouvais que je n'aimais pas trop mon dentifrice et que du coup j'ai arrêté de l'acheter et je me suis dit pourquoi pas en fabriquer un moi-même. Et donc à partir de là, j'ai fabriqué mon dentifrice moi-même. Et de fil en aiguille, je pense que à partir du moment où on se rend compte qu'on est capable de fabriquer des choses par soi-même, j'imagine que c'est ton cas aussi, Marion, qu'on est mhm. capable de faire des choses par soi-même et qu'on n'est pas obligé d'être dépendant des choses qui nous entourent, on peut en arriver à prendre goût à ça au final, de créer par soi-même ce qu'on utilise. Et donc après, je suis passée au zéro déchet, je me suis intéressée au zéro déchet et j'ai commencé à lire certains bouquins comme le livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet. Je ne sais pas si toi tu l'as lu ou pas. Non, pas Tu du tout. as déjà entendu parler parce que les gens en parlent souvent. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il est à la fois zéro déchet, mais aussi un peu minimaliste, et qui donne aussi pas mal de clés, assez simples à suivre. Mais en gros, après le zéro déchet, en fait, au final, le minimalisme vient de fil en aiguille, en fait, parce que dans le zéro déchet, la première étape, c'est refuser et réduire les premières étapes. Donc au final, on arrive au minimalisme. Et le minimalisme, ça devient, enfin plutôt la sobriété, au final, ça devient un mode de vie. Parce qu'en fait, ça va toucher à toutes les sphères de notre quotidien. Et c'est un peu ça qu'on va essayer, Inch'Allah, d'aborder aujourd'hui avec Marion. Inch'Allah. Oui. Donc on a un slide à vous proposer, une petite diapo pour avoir un visuel en même temps qu'on discute toutes les deux. Oui, voilà. Et c'est vrai que dans un premier temps, on avait envie de peut-être de reprendre certains concepts, des mots qui sont voilà qu'on utilise beaucoup. Donc notamment minimalisme, fast fashion, le zéro déchet dont tu as déjà parlé, le mot sobriété que tu as évoqué aussi, et ensuite parler un peu de tout ça, ça a un lien avec la consommation et consommation responsable, la consommation en islam. Donc euh, En fait, voilà. idéalement, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est aussi de comprendre que dans toutes ces prises de décision et dans tous ces modes de vie-là, il y a un lien direct avec notre religion, qui est pour certains d'entre vous qui écoutez, c'est l'islam, et que en fait, c'est des choses qu'on retrouve dans la tradition prophétique, par exemple. Et aujourd'hui, ça serait bien de mettre la main là-dessus et de pouvoir aussi comprendre que c'est pas quelque chose qui nous est étranger, mais au contraire de revenir vers des bases qui devraient être naturelles au final pour nous tous et toutes. Mm. Donc en fait, je voudrais intituler aujourd'hui notre réunion comme vivre mieux avec peu et l'exemple de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je voudrais commencer par vous donner l'occasion de définir quelques termes
C'est-à-dire que ce serait bien que certains d'entre vous puissent donner une définition, par exemple, au mot minimalisme, à ce qui est, par exemple, pour vous, la fast fashion, qui est donc la chose sur laquelle, l'une des choses sur lesquelles on va enfin, l'un des principaux problèmes auxquels on fait face quand on veut mettre en place une optique minimaliste. Et ensuite, le zéro déchet, la sobriété heureuse ou simplicité volontaire. Et enfin, la consommation responsable et la consommation qu'on peut retrouver en islam aussi. Ouais, ça va, je te coupe juste parce qu'il y a plusieurs messages sur Facebook où ils disent Oui. qu'ils t'entendent pas très bien. Ah mince. Et ils demandent si tu aurais si t'as un casque ou avec un micro, enfin je sais pas avec quoi tu. Bah, du coup, moi, je suis déjà directement sur mon ordinateur et j'ai pas de casque au micro. Ok. Si... Bon, il y en a qui entendent, hein, mais. Je vais essayer de rapprocher un peu, mais je suis pas sûre de pouvoir faire plus que ça. Ouais. Je voyais pas trop l'utilité d'un casque, mais le micro, et c'est vrai que ça peut être utile de temps en temps. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous voulez que je parle juste un peu plus fort? Si je parle un peu plus fort, c'est bon. Marion, dis-moi au fur et à mesure les réponses parce que je les vois pas Ouais, forcément. ouais, ouais. Il n'y a pas eu de réponse encore par rapport à ça. De toute façon, il y a un décalage de quelques secondes entre ce qu'on D'accord. dit Forcément. et ce qui arrive. Alors moi, j'ai fermé WhatsApp, mais j'entendais aucune notification, donc je sais pas si ça venait de moi. D'accord. Alors on a Mariam qui définit le minimalisme comme le fait de vivre le plus simplement possible en achetant que les choses nécessaires. Euh, Oui, voilà. Et après, pour le son, il y en a qui disent que c'est bien quand tu parles plus fort, on entend D'accord. bien. Je vais essayer juste de parler un peu plus fort alors comme ça on m'entend. Voilà. J'ai aussi quelques réponses concernant le minimalisme et notamment quelques réponses en fait qui n'étaient pas forcément très positives au final. Alors les réponses que j'ai eues jusque-là, c'était donc pour certains ils définissaient ça comme le détachement, comme le retour à l'essentiel ou la clarté par exemple, enfin mettre de la clarté dans son quotidien. Il y a d'autres personnes qui définissent ça aussi comme un truc de personnes en ville et à flux tendu. Bah, c'est des définitions sur lesquelles on reviendra et je pense qu'on peut tous aussi s'entendre un peu là-dessus au final. Oui, alors c'est le fait de vouloir vivre avec moins. Après, c'est vrai, quand on parle il y en a qui voient ça comme quelque chose de bobo ou de gens en ville, c'est aussi parce que sur Internet, on est confronté à beaucoup de vidéos ou de gens qui mettent ça en scène et qui avec aussi beaucoup de marketing autour de ça et qui en font voilà par des chaînes YouTube ou un moyen un peu de subsistance ou et donc de toute manière aujourd'hui c'est un peu le cas pour tout, hein, pour toutes les choses qui sont bonnes comme mauvaises, il y a des gens qui les utilisent et qui créent du marketing autour pour Mentalisation, je sais pas si tu as déjà essayé de marquer un peu. Je me rappelle pour refaire justement les affichages pour la réunion là qu'on a tout de suite, on avait cherché des images de minimalisme. Et après, j'étais choquée par, enfin, j'avais jamais spécialement fait ça, mais j'étais choquée par le nombre d'images qui correspondaient pas à ma vision. Parce qu'au final, on voyait souvent c'était des beaux salons magnifiques, bien décorés, tout propres, avec seulement 3 objets sur l'image, enfin, comme si c'était possible au final. Donc, je trouve que c'est un peu triste parce que ça donne aux gens une vision qui est pas réaliste et qui est pas celle qu'on devrait avoir quand on veut finalement avoir un mode de vie plus sain. Parce que finalement, c'est juste une sorte de marketing du minimalisme. Et on s'éloigne de enfin, ce qui est réellement, c'est-à-dire la sobriété avant tout. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent donner d'autres définitions du minimalisme ou on peut passer sur cette notion-là? Alors je vais reprendre ce qui a été dit. Alors il y a quelqu'un qui a donné le terme, je sais pas si je vais bien le prononcer, zohd, et mais que quelqu'un a plutôt traduit du coup par ascétisme et que c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que peut-être dans l'ascétisme il y a aussi
vraiment une recherche spirituelle très très forte, voire le fait de vouloir se faire violence un petit peu, c'est-à-dire de quelque chose de plus extrême, tu dirais? bah, peut-être plus extrême et plus ouais d'aller vraiment de se détacher de tout, de même de partir dans la forêt tout seul, ou Mmh. de vivre un peu une expérience transcendante et de vivre une Mmh. expérience qui peut être un peu violente ou en tout cas qui doit faire violence pour créer quelque chose spirituellement aussi et pour se Mmh. détacher. Alors que dans le minimalisme, C'est ça l'inverse peut-être, non? comment? Ce serait peut-être l'inverse selon moi, c'est-à-dire qu'on partirait plutôt d'une vision spirituelle ou de valeurs ou de principes et qu'on irait justement vers le minimalisme ou la sobriété. Oui, peut-être. Et puis c'est un cheminement. Ça veut dire que peut-être là où l'ascétisme, c'est d'un coup, je me sépare de tout Mmh. et je vais vivre ça pleinement. Les idées enfin moi en tout cas, la façon dont je l'ai vécu, c'était quelque chose qui vient plutôt petit à petit. Et c'est pas tant le but. C'est pas tant le nombre d'objets finalement qu'on Mmh. a qui compte que ce chemin qu'on fait et le rapport qu'on crée avec nos objets, avec Mmh. nos besoins en fait. C'est plutôt ce rapport-là, le rapport qu'on a aux besoins, aux objets qui évoluent, plutôt que le fait, bah en fait, il faut que j'ai que 10 objets dans ma maison, par exemple, ou Oui, je dirais peut-être un peu extrême, mais j'aime bien cette vision parce qu'elle est tout de suite un peu plus réaliste aussi, dans le sens où, enfin, après, il y en a beaucoup qui ont aussi cette vision ascétiste qui est pas mauvaise en soi, parce qu'elle permet de rompre après avec le matériel. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup dans l'islam en général. Après, c'est pas, c'est un idéal, en fait. Pour nous, c'est un idéal parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et que dans un premier temps, comme tu as dit, c'est un cheminement. C'est un peu comme la foi au final. Enfin, dans le sens où c'est un idéal, on a des idéaux de foi, et au final, on peut pas du premier coup être parfait en fait. Et c'est pour ça que avoir une vision minimaliste qui est réaliste, c'est la première étape sans doute pour pouvoir y arriver. Tout à l'heure, il y avait du coup quelqu'un qui m'a raconté son expérience de minimalisme. Et en fait, elle est venue du fait qu'il s'est fait à la fois cambrioler et qu'il ait subi un incendie en même temps. Donc, ce serait plus une vision ascétiste au final. Et en fait, ça lui a permis de se détacher des objets et de se dire qu'en fait, finalement, ces objets n'avaient pas forcément la valeur qu'on leur accordait et qu'ils avaient surtout pour but de répondre à un besoin, comme tu le disais avant. Et je trouvais cette vision assez intéressante aussi. Après, le concept d'après qu'on devait définir, c'était, je n'ai pas forcément dit trop. Attends, je t'entends pas bien. Le concept d'après, c'est Mm. qu'il ne faut pas oublier que on n'est pas non plus, on n'est pas non plus il y a 1400 ans à l'époque du prophète, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, ou une période dans laquelle en fait on est entouré de vêtements et de consommation qui nous poussent toujours de plus en plus à consommer. C'est-à-dire qu'en fait, on subit une pression qui n'existait pas il y a même pas 100 ans au final. Donc, c'est difficile de nos jours de résister à ça au final. Mhm. Si vous avez une définition de fast fashion, quelque chose que vous le décrire. Alors attends, il y a eu plusieurs définitions du coup que j'ai vu passer. Kautar qui dit le minimalisme, c'est trouver le bonheur à travers la vie et non par les choses matérielles. Ouais, c'est très joli, c'est très, très joliment dit, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et alors Fatima qui donne la définition de Ibn Taymiyyah sur du zuhd, du fait de délaisser tout ce qui ne nous profite pas pour l'au-delà. Oui. Donc ouais. Et il y a aussi donc Ami, se détacher des biens matériels pour retrouver une clarté d'esprit. C'est vrai que qu'on remarque que les objets aussi nous encombrent. Moi, j'avais je crois que c'est Marie Kondo, alors qui dit ça. Pour ceux qui connaissent, c'est la japonaise, voilà, qui fait son livre là sur la magie du rangement. Il me semble que c'est elle qui dit que il faut avoir des objets qu'on aime et que si on a trop d'objets, on finit par c'est les objets qui nous possèdent en fait. C'est plus nous qui possédons des objets parce qu'on doit s'occuper de nos objets et du coup ils nous encombrent en fait. Ça devient plus un fardeau qu'une aide.
C'est vrai que c'est une jolie vision des choses. Après, moi, pour avoir lu, en fait, même regarder ses conférences et tout, ce qui m'avait assez dérangé, c'est le fait qu'elle parlait d'objets qu'on aime, tu vois. Est-ce qu'on peut réellement aimer des objets? Pour moi, rien que dire qu'on puisse aimer des objets, je trouve ça un peu dérangeant. Même si Mhm. oui, c'est des objets dont on a besoin au final, mais au final, si on est forcément attaché à quelque chose qui est toujours là avec nous, on est reconnaissant du fait de l'avoir aussi avec nous, de pouvoir s'en servir. Mais est-ce que c'est vraiment l'objet qu'on arrive à aimer en fait? Je trouve ça assez étrange de dire d'aimer un objet. Je sais pas ce que toi t'en penses après. Euh, je pense que Vous du avez coup je pense que c'est quelque chose peut-être en deux phases. Ça veut dire déjà il y a moi je pense que ça m'a aidé aussi à faire le tri, de voir dans c'est vrai que c'est une bonne méthode pour faire le tri, peut-être de se dire dans ma mmh, vie, bah, quels sont les objets qui... Alors elle parle pas vraiment d'aimer, mais elle parle un peu de cette étincelle, cette espèce de petite mmh, étincelle de joie qui naît en nous quand on voit ces mmh, objets. d'accord, c'est bien. Ou... Mais du coup, effectivement, on a un attachement affectif pour ces objets-là. Mmh, Et ça nous permet, en le sachant, de peut-être pouvoir garder ce qu'on aime et en même temps de prendre conscience de cet attachement. Et c'est peut-être ça, du coup, le mmh, pas supplémentaire ou la question que nous on peut se poser du coup après en tant que musulman, est-ce que cet attachement-là est bon? mmh, Est-ce qu'il faut pas justement que je me sépare de ces objets que j'aime ou mmh, c'est enfin voilà, en tous les cas, je pense que cet attachement aux objets, il existe. Et après, on peut réfléchir à est-ce qu'on va s'en mmh. détacher ou qu'est-ce qu'on fait de cet attachement-là. En tout cas, comment. En fait, je pense pas que ce soit un mal en soi, tu vois, dans le sens où c'est un peu tout en fait. Enfin, je pense pas que l'attachement en lui-même soit. Je pense que c'est plus le fait que ça qu'on en dépende aussi. Enfin, l'exemple que je donnais tout à l'heure de quelqu'un qui perd tout dans un incendie, par exemple, ou dans un cambriolage, c'est l'effet que ça va avoir sur lui. Est-ce que finalement il est tellement attaché à ces objets, ça va gâcher sa vie? Ou est-ce que juste il aimait ces objets, il était reconnaissant du fait qu'il puisse les utiliser, mais au final, le fait de les avoir perdus, ça va pas non plus lui gâcher la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui. Dans le sens où il y a un attachement, mais un attachement peut-être sain aussi, pas dépendant. C'est un peu pareil avec les humains, je dirais. C'est pas très différent, mais c'est peut-être un attachement qui peut être plus sain que dépendant. Après, si tu veux, on peut directement passer aux Mhm. définitions après de Oui. la slide. Alors, la première définition, bah, du coup, c'est une définition que j'ai trouvée du minimalisme et qui a rejoint à peu près toutes celles qui ont été données avant. C'est quand on parle du mode de vie, cela implique l'utilisation d'un minimum d'éléments au quotidien, c'est vivre avec eux, en quelque sorte. Alors attends, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Tu parles. C'est en termes de mode de vie, c'est le fait de vivre avec peu Mhm. d'objets en soi. Si on parle de minimalisme pur, c'est plutôt quelque chose d'assez matériel. Après, oui, c'est vrai que c'est un concept qu'on peut étendre à quelque chose de plus philosophique. Mais c'est pas. Déjà, c'est quelque chose qui se rapporte au matériel au Mhm. final. Ensuite, au niveau de la carte, je sais pas si elle apparaît ou pas, toi tu la vois. Pardon? Oui, pour Tu vois la l'instant, c'est carte la fast slide. fashion. Non, c'est la slide minimalisme. Il peut. D'accord. On va passer du coup à l'idée, enfin, au Fast concept fashion. d'après. Du coup, tu voulais aborder la question de la fast fashion. Oui, histoire de donner une petite définition, définir les termes, qu'on puisse passer à la suite, Inch'Allah. Je sais pas Là, si c'est dans bon. les Il a mis la slide. Je sais pas si dans les commentaires ils ont mis leur propre vision de ce terme-là, de ce concept. Mais après moi, je le définirai en fonction de ce que j'ai trouvé aussi, des différentes définitions que j'ai trouvées, comme ça se rapporte du coup à l'industrie vestimentaire qui est très présente dans la société de consommation. Et en fait, cette industrie-là, elle va renouveler sans cesse. C'est la deuxième industrie la plus polluante du monde en fait. Elle va renouveler sans cesse les vêtements et les proposer à la vente. Et c'est un peu le même, en gros, l'analogie la plus proche, c'est le fast-food de l'habillement au final, Mhm. parce que ça va tourner et on va créer plus de vêtements que ce qu'on a besoin de porter au final, alors qu'un vêtement peut vivre plusieurs années. Et Oui. bon, c'est pas le meilleur concept qui soit, on va dire. Et je pense que ce soit le fast-food ou la fast fashion, finalement, quand on a des valeurs, qu'elles soient religieuses ou non, je pense pas que ce soit
des choses pour lesquelles on ait beaucoup d'affection au final, enfin les deux au final. Oui, Ah, non. Mais surtout, enfin, là, moi, je pense toujours aux vêtements aussi qui, du coup, comme ils sont produits le moins cher mm, possible, sont d'une moindre qualité. mm, Un peu comme le fast-food, en fait. C'est une nourriture de moins bonne qualité et du coup, on la mange et on a plus vite faim après. mm, C'est un peu pareil où là, on a des vêtements de mauvaise qualité et du coup, ils vont s'abîmer très vite mm, et on va devoir les changer et en même temps, ça nous gêne pas forcément parce qu'ils sont si peu chers. Du coup, on a les moyens en fait de racheter 6 mois, un an plus tard de de nouveau et puis en même temps, il y a aussi le comment dire la mode, enfin le côté où on veut avoir aussi tout le temps. Mais après, on en reparlera parce que souvent, les gens, surtout quand il s'agit de vêtements, ils opposent le minimalisme et enfin, justement à tout ce problème de style ou de mode qu'on peut avoir. En gros, porter de vêtements moches, enfin, comme si c'était quelque chose d'indécrochable du minimalisme. Tu vois, comme si le fait d'être minimaliste, de pas avoir beaucoup de vêtements, ça t'obligeait à pas avoir de vêtements que t'aimes ou de porter n'importe quoi ou Mm. pas forcément apprécier ce que tu portes alors que c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Au final, j'aimerais que chacun d'entre nous constate qu'au final, je suis sûre qu'on porte pas, enfin, quand on a beaucoup de vêtements, on porte pas l'ensemble de nos vêtements. Et c'est plutôt vers ça qu'on devrait arriver, c'est d'avoir dans son armoire, enfin, si on veut rester sur le concept des vêtements, que les vêtements qu'on voudrait porter tous les jours si on pouvait. C'est un peu la finalité, hein, au final, du tri qu'on peut faire dans nos armoires. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec cette vision-là, si Bah, comment t'as fait pour le tri. bah du coup, moi j'ai utilisé, j'avais utilisé la méthode un peu de Marie Kondo justement. Du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir avec moi des vêtements que j'aimais bien ou qui m'allaient bien ou que j'aimais bien porter. Mhm, Et après, c'est vrai que ça change par rapport au style. mhm, Ça change peut-être ces questions-là parce que ça force, je trouve, à se poser la question du coup comment je veux m'habiller. Et ça peut aider mhm, aussi à, au contraire, à construire un style et à construire un style sur quelque chose qui est durable et qui nous correspond peut-être plus à nous-mêmes aussi mhm. que que sur plutôt la question de la mode ou enfin en tout cas ça amène à se poser des questions différemment de comment on veut s'habiller et, euh, je lis un Et peu les les questions. commentaires hein, pour voir s'il Oui. y a des questions ou des remarques. Bah voilà, les gens évoquent le fait aussi des personnes qui sont exploitées par la mode vestimentaire et qui travaillent dans des conditions difficiles ou qu'on paye, voilà, qui sont payés rien du tout pour. C'est là qu'on revient à la notion d'éthique qu'on évoquait au début, dans le sens où les vêtements, enfin, que ce soit les vêtements ou tout ce qu'on consomme, au final, c'est des choses qui ont un impact sur notre environnement et ce qui nous entoure. C'est pas quelque chose de neutre. Et je trouve que cette prise de conscience, elle est centrale dans toutes les, comment dire, dans tous les engagements qu'on peut prendre au final. De se dire que on n'est pas neutre en fait, que notre présence elle n'est pas neutre, que si tous on s'y mettait, au final, c'est là qu'on aurait vraiment l'impact. Et ce serait l'idéal par la suite, quoi. Je Mm. sais pas s'il y a des gens qui ont répondu à la notion de zéro déchet, parce que pour moi, c'est une notion qui est très liée parce que ça commence par là. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, dans le sens où on commence déjà par le zéro déchet ou par une approche du zéro déchet, une approche de réduire au final, pour ensuite arriver à du minimalisme. Mais c'était pas le cas pour toi, tu as plutôt fait les choses indifféremment. Euh, je sais plus parce que du coup ça fait tellement d'années maintenant que ça s'est un peu mélangé. Mhm, C'est vrai que moi je crois qu'au tout début ça a plutôt commencé avec l'alimentation, mhm, avec faire moins ou comment on pouvait. mhm, Euh, En fait, le vrai début, je pense que ça a été avant ma conversion, la mhm, première fois que j'ai jeûné, donc mhm, avec des musulmans, et que j'ai voulu faire le ramadan avec eux, même si j'étais pas encore convertie. Et de me rendre compte dans mon corps que mes véritables besoins n'étaient pas ceux que la société m'avait fait croire. En fait, que j'avais pas mhm, besoin de mes 5 ou 4 repas par jour, sinon j'allais mourir, ou de boire de l'eau, ou enfin
voilà, c'était vraiment cette prise de conscience. En fait, mes besoins sont peut-être autres que ce que je crois. Et je peux survivre avec moins et voire peut-être me sentir mieux. Et, euh, et du coup, c'est de là vraiment que que ça a commencé et que ça s'est étendu sur d'autres choses. Donc ensuite, il y a eu aussi les... En fait, à chaque fois que je me suis rendu compte qu'il existait, comme tu disais tout à l'heure pour le dentifrice, un moyen moins cher, peut-être plus propre, moins nocif de faire des choses. Donc sur les soins pour la peau, pour la nourriture, pour les produits ménagers, etc. Donc tout est venu en même temps en fait. Et parallèlement à ça, effectivement, le fait qu'on pouvait aussi diminuer les déchets et euh, donc Que c'était tout BF, quoi, au que final. tout était lié en fait, Oui, que nos faux besoins alimentaient une surconsommation qui entraînait la production d'énormément de déchets et que tout ça pouvait peut-être être réglé si chacun on se reconnectait avec notre véritable niveau de besoin et qu'on sortait un peu de l'illusion des besoins créés par le marketing et par les entreprises de production oui, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord dans le sens où peut-être que la première étape, finalement, c'est aussi de commencer par arrêter de regarder la publicité et le marketing. Je sais pas ce que tu en penses, parce que finalement, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les médias, à la télé, etc. Et peut-être que c'est ça aussi qui encombre notre esprit, et peut-être que le minimalisme pourrait commencer par ça, non? ouais, après oui, c'est vrai que c'est à chacun de voir, mais c'est vrai que ça peut commencer par s'en détacher. Et puis, alors hier dans le live, Johanna disait aussi que, alors qu'elle était partie vivre à la campagne et que du coup elle avait eu qu'elle avait réduit beaucoup ses besoins, rien que du fait de ce déménagement parce qu'elle était moins exposée à toutes les tentations en ville. Et c'est vrai que moi, par exemple, je vais, bon, après, j'ai jamais vraiment aimé ça, mais je vais jamais faire les magasins ou très rarement. Et du coup, mais c'est vrai que quand j'y vais, ça donne envie, en fait, forcément, d'acheter parce qu'on voit quelque chose, parce que les choses sont là, elles sont belles, ça donne envie. Alors qu'en fait, quand on n'y va pas, quand on s'expose pas à cette tentation, bah, en fait, on n'en a pas besoin. Et on n'y va que quand on se dit, ah mince, j'ai froid et j'ai pas de pull à mettre. Et du coup, Mais après, je comprends totalement parce qu'au final, tu touches un point important dans le sens où, en fait, aimer les belles choses, aimer les beaux vêtements, aimer, je sais pas moi, aimer manger des choses qui sont grasses et sucrées, c'est des choses qui sont humaines en fait au final. Et on est tous, comment dire, on est tous enclins à ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là, et cet effort, on le fait avant tout pour nos valeurs et pour notre éthique que pour réellement ce qu'il en est dans les faits. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête et au final se dire qu'on fait ça aussi pour nos valeurs, tu vois. Et pour les musulmans, qu'on fait ça pour Dieu. Et c'est comme ça aussi qu'on va réussir à se faire pression et pas acheter, même si cette pression, elle est toujours là autour de nous. Après, il me semble que j'ai défini le zéro déchet, c'est ça? Mais après, ça, c'est juste pour revenir sur le concept, pour dire qu'il est très lié et montrer aussi que la première étape, c'est refuser et réduire. Donc, refuser tout ce qui est donc besoins qui ne sont pas réellement des besoins. Et aussi réduire notre consommation et se dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément acceptables. Donc, c'est des étapes qui sont communes au zéro déchet et au minimalisme. C'est donc les deux premières étapes du zéro déchet. Donc, c'est une stratégie. Après, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la slide 5 ou pas, Marion. là, c'est la slide zéro déchet qu'il a remis. Il est passé de sobriété heureuse à zéro déchet. Mais je vais passer à la sobriété heureuse juste après. Pour que tout le monde puisse la voir. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Il y a Sofiane qui a demandé si on pensait qu'on pouvait transposer le minimalisme dans n'importe quelle société du monde ou est-ce qu'il y avait un contexte socio-économique particulier pour cette pratique. Mais Et oui, il y a une suite de questions. il demandait après s'il y avait des études sur ce qui avait été réalisé dans les pays pauvres, entre guillemets. Alors, moi, j'ai pas vraiment de réponse à ça pour... Pas de référence non plus. Après, je pense que c'est pertinent de les chercher, dans le sens où peut-être que quand on est exposé à moins ou qu'on a moins les moyens, de base, on a moins d'objets.
parce que c'est quelque chose qui est propre à la société de consommation que d'accumuler les objets au final. Donc peut-être qu'une société qui est moins exposée, de par mon... Après, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas de preuves scientifiques à l'appui, mais dans le sens où peut-être qu'une société moins exposée sera plus enclin au minimalisme, ou sera en fait finalement obligée d'être dans le minimalisme, si on peut dire. En fait, c'est quelque chose. C'est pour ça que la personne qui disait que c'est un truc de personne bobo en ville, peut-être qu'elle avait pas si tort au final. Où, c'est les personnes bobo en ville, justement, c'est des personnes qui consomment beaucoup. C'est les principaux producteurs et les principaux consommateurs du monde, en fait, et c'est eux qui sont responsables de l'ensemble de la destruction et de la crise écologique qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, c'est pertinent aussi. Oui. Non, c'est sûr. Et puis c'est du coup le fait de le conceptualiser et de devoir mentaliser tout ça, c'est très, ça fait aussi partie de nos sociétés à nous. Moi, j'ai l'impression également que le minimalisme, la récupération, tendre vers le zéro déchet, retransformer tout ce qui est déchet pour en créer créer autre chose avec, c'est des pratiques qui se font beaucoup en fait dans les pays où les populations sont plus pauvres. Mais en même temps, ce qui est peut-être important, c'est que nos pays, l'Occident, on transmet vers ces pays l'image que ce que nous on vit, c'est le vrai luxe et c'est le vrai confort, et qu'il y a une forme il y a eu pendant très longtemps une forme de de colonialisme de l'esprit. Ouais, colonialisme de l'esprit ou de mépris vis-à-vis de ces pratiques-là, ou par exemple, je sais pas moi, les couches jetables, c'était le nouveau truc qu'il fallait absolument avoir, et alors que c'est des produits qui sont très nocifs et qu'on a été vendre dans des pays où ils n'ont pas du tout je sais pas quoi, un système de gestion des déchets comme on peut avoir ici. Du coup, c'est presque criminel en fait d'aller leur vendre alors qu'ils ont des pratiques ancestrales qui fonctionnent et qui sont tout à fait qui peuvent perdurer comme ça pendant longtemps. Et on a été leur vendre des produits en leur disant que c'était la nouveauté et ce qui allait voilà les sauver, voilà ce qui apportait un nouveau confort. Et en fait, c'est un mensonge. Et donc, je pense que le minimalisme, effectivement, il existe déjà dans ces sociétés-là. Par contre, il est peut-être également méprisé dans ces sociétés-là parce qu'il est vu comme une pratique de pauvre. Oui, totalement. Et que dans la société en général, tout ce qui est fait par des pauvres est dénigré. Enfin, je vois totalement où tu veux en venir. Ouais. Finalement, je pense que c'est bizarre parce que c'est pas du tout l'image qu'on a de minimalisme comme une pratique de pauvre au final, non? Bah, nous ici en Occident, non. Et du coup, c'est de nouveau peut-être des gens qui sont déjà dans un certain confort et qui prennent conscience de la manière dont ce confort les affecte ou les encombre, comme on disait tout à l'heure, et que du coup, c'est plus du confort, ça devient un inconfort, et qui commence à lutter contre ça, mais où du coup, peut-être quand on manque ou quand on a l'impression de manquer d'argent, de ressources, et qu'on voit d'autres faire des choses, c'est ça qu'on commence à désirer, alors que c'est pas très clair, mais peut-être que spirituellement, on est déjà soi-même plus proche de la justesse, de la vérité. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, c'est un cheminement spirituel au final. Après, il me semble qu'on avait défini du coup la sobriété heureuse qui revient. Enfin, je pense que c'est un concept qui s'approche, c'est un concept qui s'approche un peu plus de ce qu'on peut avoir religieusement ou spirituellement parlant. Et finalement, c'est des concepts qu'on retrouve, comme on l'a dit avant, beaucoup dans les cultures qui n'ont pas été autant mondialisées que la nôtre. Donc, je sais pas si la slide apparaît pour que les gens puissent voir comment on peut définir ce terme. S'il a été défini dans la sobriété heureuse. Oui. Non, alors il y a eu des réactions, ou sinon on peut juste lire et passer au concept d'après. C'est pas de soucis. Ouais, non, il y a des gens je vais peut-être lire un peu les commentaires qui disent que le minimalisme, on revient aux sources. Il y a des gens qui évoquent aussi la question du lait maternel qu'on a envoyé aussi dans les pays, alors que l'allaitement, c'est ce qui est meilleur pour la santé.
Après, ça revient beaucoup à tout ce qui est les problématiques de société de consommation et les problématiques d'argent aussi. Enfin, quitte à vendre des choses, autant les vendre à tous les pays du monde. Ouais. L'idée, même s'ils en ont absolument pas besoin, et comme tu as dit, c'est purement criminel, mais bon, c'est le crime de l'argent en quelque sorte. Ouais. Il y a quelqu'un qui demandait quelle a été la chose la plus difficile pour nous, ou pour les personnes qui veulent répondre à cette question aussi sur les commentaires. Qu'est-ce qui avait été le plus difficile pour nous et quels objets ou habitudes voilà, a été le plus difficile ou à quoi c'était le plus dur de renoncer? Alors, le plus difficile en Oui, termes je de pense. Je minimalisme pense que ou en termes c'était... de... J'ai du mal à répondre à cette question. En fait, j'ai l'impression que peut-être parce que ce qui est le plus difficile à renoncer, j'y ai peut-être pas encore renoncé en fait, tout simplement. c'est ça, oui. Mais et du coup c'est ça, ça doit pas forcément se faire dans la douleur en fait. C'est plutôt à quoi je suis prêt à renoncer, à quoi j'ai déjà envie de renoncer maintenant, et à quoi voilà de quoi j'ai envie d'essayer de me passer et puis de voir quel effet ça peut me faire. Et et puis du coup ouais d'être dans je pense que matériellement le plus difficile pour moi c'est les livres. Oui. Euh, De la bouche. alors et c'est très bizarre donc parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, ça peut être très lourd pour le déménagement. Tu parlais tout à l'heure de la vie étudiante où on doit tout le temps déménager et en même temps c'est difficile de me séparer des livres. Ouais, j'y arrive pas trop. Je les mets dans un carton à l'écart en me disant bon ceux-là je m'en débarrasse et puis 2 semaines plus tard je retourne dans mon carton et puis j'en ressors 2, 3 que je remets dans mon étagère. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que dans les livres, enfin, ils ont aussi une valeur, comme tu as dit, sentimentale, si tu les as déjà lus aussi. Et puis aussi le fait que c'est pas mauvais un livre, tu vois. Ouais. Vraiment un compagnon aussi, enfin, dans le sens où un livre, c'est des mots, c'est quelque chose qui est valorisé socialement, etc. Donc, tu n'as pas forcément très envie. Après, moi, j'ai trouvé une solution, je sais pas si c'en est une au final, parce que j'achète encore des livres, ça m'arrive encore, même des livres. Mais du coup, j'ai une tablette numérique, une tablette liseuse. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit rentabilisée, même écologiquement parlant, et puis c'est un objet numérique de plus. Si tu le gardes pas si longtemps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pratique pour se déplacer, pour déménager et tout, enfin, chose que j'ai dû faire aussi. Mais autrement, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que le mieux à ce moment-là, c'est pas de se contenter de garder les livres les plus importants pour soi? Parce que, enfin, je sais pas si toi, tu as quand même fait ce tri-là, parce que personnellement, j'ai dû en donner quelques-uns. J'ai dû en vendre sur le marché plus Ah de oui. 300. Ça allait mourir parce qu'en fait, je voyais des gens qui venaient me les acheter et j'étais là. En plus, je leur vendais pas du tout cher. J'étais là, oui, il est vraiment trop bien et tout. Et là, je voyais les gens contents. Du coup, ça me décidait pas tant que ça. D'un autre côté, ça me brisait le cœur de voir mes Ouais. comme ça. Mais bon, j'ai quand même gardé l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai gardé quand même les livres qui m'ont le plus marqué, ceux qui m'ont plus touché aussi. Et puis, je pense pas que ce soit un mal aussi que de garder ce qui compte pour nous. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans la vision de Marie Kondo, mais en gros, il faut pas trop se faire pression, mais d'un autre côté, si ces livres venaient à brûler, il faut pas trop Oui, bien pleurer non sûr. plus. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée, mais bon. Mais déjà, rien que faire un petit effort pour se débarrasser de ce qui n'est pas foncièrement utile, ce qui est juste, qui prend juste la poussière chez soi, c'est déjà un Oui, gros effort, oui, je c'est ça. pense. Donc, il faut penser comme, enfin, c'est pour ça que ça m'a fait aussi un peu plaisir, dans le sens où il faut penser que ces objets-là peuvent aussi servir à quelqu'un d'autre. On y reviendra à la fin, mais ils sont chez soi, ils prennent la poussière des fois, mais ils peuvent aussi être utiles à d'autres personnes. Et finalement, quand on est musulman, ça peut aussi être une source de hasanat ou de donner nos objets aux autres personnes. Donc, ça peut être une vision qui est intéressante pour la suite. Ouais. Il y a Jade pour les livres qui parle des échanges, de troc, des bibliothèques. Donc voilà, moi c'est vrai que j'essaie de plus en acheter ou d'acheter vraiment ceux dont j'ai besoin pour le travail par exemple. Et quand j'en achète, de les acheter d'occasion aussi. Oui, exactement. Exactement, de favoriser l'occasion. D'ailleurs, pour les vêtements, ce sera pareil. Ça, c'est plus dans une optique d'empreinte carbone ou de zéro déchet. Mais en gros, pour les vêtements, de partir sur... personnellement, j'achète quasiment plus de neuf. C'est très rare. Et je pense que c'est... Enfin, après, on en reparlera plus en détail, mais en gros, d'acheter que les choses qui... Enfin, le coup de cœur, en quelque sorte.
Je ne sais pas si tu as cette vision aussi des choses. D'acheter que les choses qui sont pour nous comme un coup de cœur. Et aussi euh, de partir au principe où on n'est pas obligé d'acheter neuf. Mais ça, on en reparlera un peu, je pense. Oui, oui, si. Il y a Dali qui demande comment se débarrasser des cadeaux bibelots qu'on nous a offerts sans vexer. Alors sans vexer, ça c'est, je ne sais pas, ça dépend après de, est-ce que la personne s'en rend compte ou est-ce que, mais je sais que ça m'avait moi plu quand j'avais lu Marie Kondo, ce qu'elle dit par rapport à ça, c'est que le cadeau, il a déjà fait son effet, son but. Le but d'un cadeau, c'est qu'une personne nous exprime son attachement, son envie de nous faire plaisir, et donc en recevant le cadeau, il a déjà rempli son objectif en fait. Et donc, le garder, ça n'apporte rien. On peut, du coup, avoir une pensée de remerciement, voilà, et de gratitude pour ce cadeau, pour cette personne, et puis s'en débarrasser ou l'offrir ou voilà, lui trouver une future vie. Et après, l'autre chose dont je voulais aussi parler, c'était le fait que se séparer de ces objets-là nous éduque. Moi, je l'ai vécu aussi donc en faisant ce tri, en voyant les objets dont je me séparais. Ça m'a aidé ensuite quand j'étais dans les magasins à me dire ah mais non, tu te souviens cet objet-là ou un objet voilà, tu l'avais, tu t'en es débarrassé ou alors non mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que si tu devais te redemander est-ce que je le garde ou est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que tu le garderais? Et du coup, je me dis non, en fait, je le garderais peut-être pas. Ou ça m'a aidé aussi pour les vêtements. Avant, s'il y avait quelque chose qui était soldé moins 50%, moins 60%, je pouvais être tentée de l'acheter même s'il m'allait pas parfaitement bien, seulement parce qu'il était soldé en fait. Et une fois qu'on s'est débarrassé de vêtements, etc., qui nous vont pas très bien, à ce moment-là, on se dit, bah non, je l'achète pas parce que si c'est pour m'en débarrasser dans quelques mois, c'est pas la peine en fait. Et donc ça, le fait de se séparer de ces objets-là, ouais, je trouve que ça éduque notre rapport, et notre comportement au moment de l'achat. J'aimerais quand même revenir sur les cadeaux parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme tu as dit, le cadeau qu'on va recevoir va avoir un effet sur nous. C'est-à-dire qu'il va avoir l'effet escompté et que, du coup, on va apprécier ce cadeau, que la personne va être heureuse de nous l'avoir offert. Mais au final, les gens qui nous offrent des cadeaux, c'est aussi des gens qu'on aime, nos amis. Enfin, à part les purs inconnus, à ce moment-là, on refuse pas et on peut le revendre parce que c'est un pur inconnu et qu'il a fait ça, je sais pas, par norme sociale. Mais c'est mal vu aussi de revendre des cadeaux de quelqu'un qu'on aime. Et quelqu'un qu'on aime aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui expliquer aussi nos valeurs et ce qui est important pour nous. C'est quelque chose qui prend du temps, mais je sais que moi, au bout de plusieurs années avec cette méthode, j'ai une liste en fait des choses dont j'ai besoin réellement. Et en fait, mes amis maintenant, quand ils veulent m'offrir un cadeau, ils savent que je refuse tout. Et la famille, pareil. Et du coup, en fait, ils me demandent cette liste. Ils savent qu'elle est. Je leur dis voilà, si vous voulez m'offrir un cadeau, j'ai une liste de besoins, de choses dont j'ai réellement besoin ou envie. Et à ce moment-là, ils se fient à cette liste et ils m'offrent c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc, je pense que c'est important aussi de redéfinir ses besoins, de savoir ce qui est vraiment important pour nous et d'en faire part en fait aux gens qu'on aime, que ce soit nos proches ou notre ami. Ça leur donne déjà un exemple ou quelque chose à laquelle se référer, comme quoi on n'est pas obligé de vivre avec plein d'objets. Et aussi qu'ils puissent nous faire plaisir avec des objets dont on a réellement besoin. Ce sera doublement plaisant pour eux et ce sera très plaisant pour nous puisqu'on aura des objets dont on a besoin et rien de quoi se débarrasser. Quoi. Oui. Il y a Shamsi qui rappelait que le hadith qui dit que c'est bien d'offrir des cadeaux, même ceux qu'on nous a déjà offerts. Oui, et puis je pensais aussi au fait, alors que moi j'ai plutôt vécu dans des pays, enfin au Maroc, où des personnes m'ont offert des choses qui étaient à elles et dont je sentais qu'elles étaient attachées à ces choses. Elles m'offraient pas les choses qu'elles n'aimaient pas ou dont elles voulaient se débarrasser, mais elles m'offraient les choses qui étaient chères pour elles. Et du coup, c'est aussi tout ce rapport avec qu'est-ce que j'offre et de quoi je me débarrasse. Et du coup, ça veut pas forcément, c'est pas parce que j'offre quelque chose qu'on m'a offert que je l'aime pas, en fait. Enfin, il y a tout on n'est pas obligé d'acheter pour offrir aussi. Ça, c'est une fausse croyance. Et qu'au contraire, en fait, les choses qu'on possède déjà, c'est des choses qu'on aime. Donc, pourquoi pas aussi des fois quand c'est quelque chose que la personne a apprécié. J'avais l'exemple d'une amie qui aimait bien une écharpe à moi, et puis c'est ce que je vais offrir à son anniversaire. Elle n'a jamais été aussi heureuse que ça, tu vois. Donc, ouais, mais aussi cette écharpe. Mais bon, ça lui fait beaucoup plaisir, et moi aussi, donc pourquoi pas. Et pour le hadith, pour revenir à ça aussi, j'ai l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait une fois reçu une tenue en cadeau.
et qui lui-même n'avait pas beaucoup de tenues, mais qu'il a tout de suite offert en échange à quelqu'un. Enfin, il a tout de suite offert à quelqu'un, alors que lui-même n'a pas beaucoup. Cette optique des objets comme moyen, comme outil pour gagner le hasanat aussi. Enfin, c'est d'en faire toujours des cadeaux au maximum. On en reparlera à la fin parce que j'ai un petit défi pour vous, Inch'Allah, mais c'est bien de revenir sur ça aussi. Il y a d'autres questions ou pas à ce sujet? Non, là, il y a eu des commentaires, le fait aussi que c'était bien d'offrir son temps. Exactement. Offrir du temps, offrir des services aussi. Quelqu'un, enfin, quand je parle de besoins, ça peut être des besoins en termes de services, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a envie d'aller faire, je sais pas, qui a envie d'aller faire un petit voyage quelque part, ou je sais pas, qui a envie d'un massage, par exemple, des choses toutes bêtes comme ça, mais on n'est pas obligé d'offrir des objets, ça peut être des services. Donc, il faut y penser aussi. On n'y pense pas forcément. C'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de Bea Johnson, mais elle en parle de remplacer les objets par des services. Par exemple, une expérience, ça peut être, elle a dit, par exemple, qu'elle a offert à son fils un tour de cheval, et il avait beaucoup aimé. Ce que je fais avec mes sœurs, par exemple, c'est que je les emmène manger quelque part, ou je les emmène au ciné, et ça leur fait très plaisir pour chaque anniversaire, et elles ont pris l'habitude. Ou ceux qui ne font pas les anniversaires, ça peut être aussi une autre chose, par exemple. Ouais, il y a quelqu'un qui parle aussi d'offrir des tableaux ou des choses qu'on a fait soi-même. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal maintenant à faire des cadeaux Manuel, des cadeaux, non, d'acheter des objets. En fait, j'ai du mal à acheter des objets parce que j'ai toujours peur que ça encombre les gens. Enfin, je vois vraiment ça comme quelque chose qui risque plus de les encombrer. Donc, j'aime bien aussi offrir sinon des consommables, en fait. Je sais pas, faire des gâteaux et les offrir ou offrir des choses que les gens vont pouvoir manger, en fait, ou consommer et qui vont... des fois, au final. Il y a plein d'alternatives, c'est juste qu'on n'y pense pas forcément ou qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Après, il y a rien de mal aussi quand on n'a pas le temps de dire à la personne, oui, pour l'instant, j'ai rien, et puis, je te fais une petite carte d'un service, ou d'acheter un service, forcément, ça prend pas beaucoup de temps, t'as besoin de te déplacer, etc. Donc, ça peut être bien. Quand vous savez, par exemple, qu'ils prennent des abonnements à telle ou telle chaîne, ou qui voudraient bien aussi, enfin, il y a plein d'alternatives aussi. Qui voudraient bien aussi, je sais pas, s'ils sont abonnés à quelque chose sur Internet, leur racheter leur abonnement. Enfin, il y a plein d'alternatives possibles. Il faut juste avoir le réflexe d'y penser, au final. Ouais. Après, il me semble qu'on parle... Alors, la définition d'après, si on passe, c'est la consommation en islam. Enfin, la consommation déjà responsable. Donc, la consommation en général pour les personnes musulmanes ou pas. Qui fait preuve d'un peu d'éthique et de responsabilité. Donc, je sais pas si tu vois la slide, Marion. Si, il y a consommation responsable pour l'instant, donc un comportement qui intègre le fait que les ressources sont limitées. Ça correspond à un engagement civique actif en vue de la qualité de vie personnelle et collective. D'accord, donc ça reprend à peu près ce qu'on disait de toute façon. Oui, bah c'est ça. De toute manière, c'est cette question des ressources limitées. Il y a maintenant, bon, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à ce sujet ont déjà vu ça, mais il y a, alors je sais plus quel organisme propose ça, mais qui donne chaque année la date à laquelle on a déjà consommé les ressources planétaires. C'est-à-dire que l'année dernière, il me semble que c'était au mois d'août ou au mois de juillet. Mondialement, on avait déjà consommé au mois d'août l'intégralité en fait des ressources planétaires pour cette année-là. Et donc ça nous montre en fait chaque année quel est le manque en fait ou la surconsommation qu'on a déjà faite. Voilà. La dette planétaire, quoi. C'est ça. Alors maintenant, on va passer un peu plus à une vision plus musulmane de la consommation. La consommation en islam, donc la slide 8, il me semble. Tu la vois, Marion? Oui, ça y est. Donc, guidé par une éthique islamique et par ce qui est licite, halal, et ce qui ne l'est pas à la lumière du Coran et de la tradition prophétique. Après, du coup, j'avais proposé aussi que les gens puissent me dire aussi le lien entre l'humanisme et l'islam. C'est deux choses qu'on a déjà abordées jusque-là, donc slide 9. On a déjà abordé, mais ce serait bien aussi qu'on puisse réellement faire le lien. Il y avait la notion d'ascétisme, il me semble, qui a été évoquée. Et puis, un peu ce que ça leur évoque, pourquoi c'est directement en lien, si les gens connaissent aussi des hadiths en rapport avec le minimalisme. Soit quelqu'un puisse partager son expérience. Tu me dis si tu as une réponse à ce niveau-là. Oui, pour l'instant, non. Mais
Toi, c'est un peu ce qu'on évoquait en même temps juste avant aussi. En fait, pour moi, ça s'est fait aussi, comment dire, de manière concomitante. En fait, ça veut dire que mon cheminement vers le minimalisme et la question écologique, elle s'est faite en même temps que ma découverte de l'islam et puis ensuite ma Mhm. conversion et donc ça allait vraiment de pair. Toi, pour toi, oui, c'est naturellement lié. Donc, pour toi, le lien entre l'écologie, le minimalisme et l'islam, c'est des choses Pour moi, c'était naturellement lié qui parce se qu'il y avait superviennent. déjà ça a été d'autant plus fort, c'est-à-dire que c'était déjà fort la question, bah, il faut protéger la planète, quelque chose qu'on va transmettre aux générations futures. Euh, C'était déjà présent, mais ensuite, quand cette planète est devenue à mes yeux la création d'Allah, J'ai pas ah, ça a coupé. très bien entendu, ça a coupé pour moi. Je sais pas si c'était le cas pour C'est ton, il y a ta vidéo qui coupe. ah mince. Bah, peut-être que le bug vient de Là, je moi. te Tu me revois et je revois ou te pas? réentends. Ouais. Donc je D'accord, disais que parfait. pour moi, donc c'était déjà important avant, mais quand ensuite la planète, l'environnement, c'est devenu la création d'Allah et que il y avait cette responsabilité en fait qu'on portait aussi vis-à-vis de lui, bah, enfin, ça a pris un poids et une dimension complètement différente. Mhm. Et donc là, c'était évident qu'il fallait absolument faire quelque chose et changer. Et, et en même temps, c'est aussi plus facile. Enfin, moi, je sais que j'avais remarqué enfin, les premières fois que j'ai jeûné, par exemple, que Mhm. donc je croyais pas, hein, mais cette idée de Dieu ou de faire ça pour Dieu, bah, ça m'aidait en fait à jeûner. Enfin, je trouvais que c'était plus facile de supporter ça que si j'avais dû moi-même me dire, bon, aujourd'hui, t'as décidé, tu manges pas, tu t'y tiens, sinon ça va pas. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui était facilité par l'idée que c'était pour quelqu'un d'autre, pour une puissance supérieure, voilà, à ce moment-là, Mhm. Au final. Mhm. C'est un concept de voilà. foi. Et donc c'était pour moi les prémices de ce concept de foi-là, mais du coup c'était Mhm. facilité. Et je pense que c'est pareil pour nous en fait ici quand on se rend compte de ce qui est possible, ça peut être facilité aussi quand on a cette Mhm. foi musulmane. Après l'obstacle c'est souvent les habitudes ou Mhm. les attentes des uns des autres. On se dit que bah, si je fais ça, ça va pas plaire à ma famille ou ça va pas plaire à mon conjoint ou Mhm. euh, ils attendent de moi que je fasse ça ou ça. Ou c'est l'impression aussi de devoir se décaler par rapport à une société. Ça fonctionne d'une certaine façon aussi. Mhm. Voilà, c'est ça. Alors pour moi, c'était déjà plus facile parce que déjà en me convertissant, j'avais l'impression de m'être déjà décalée. Donc bon, me décaler encore un peu plus, C'est la mer à boire. Mhm. c'était pas si coûteux. Euh, Il y a Samir qui donne alors je ne sais pas si c'est un hadith ou un passage mais je pense que ça doit être un hadith. Le manger, buvez, mais ne gaspillez pas. Donc Mhm. voilà. Et sinon, il faudrait qu'on essaye voilà, C'est c'est un ça hadith qu'il a qu'il a ajouté ajouté dans du coup. Mhm. et sinon, Mais c'est intéressant ce qu'il vient de mentionner parce que du coup, c'est le lien avec le gaspillage forcément aussi. Après, je vais aussi en donner un juste après, il me semble, euh, de cette dame. Du coup, en gros, c'est le lien qu'on peut avoir directement avec le gaspillage qui est du coup pas quelque chose pas quelque chose qui est propre à la pratique musulmane. Donc, on ne peut pas, en tant que musulman, se permettre de gaspiller, que ce soit de la nourriture, des vêtements ou autre. Donc, ça crée direct un lien avec l'islam qui est évident au final. mhm. Sur la slide 10, du coup, je ne sais pas si vous la voyez. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on Oui, va couper du coup. Et on revient sur la slide 10 après. ouais. Je la mettre tout de suite. Euh,
C'est celle où tu avais mis les citations ou celle... Non, donc il y avait la slide où... c'est ça. Nous quitterons cette planète sans rien emporter. La 10e. Avec à côté le cheminement du minimaliste. Ouais, alors on la voit. On voit pas très bien le cheminement du Non, minimaliste. alors je peux peut-être le lire. Donc on passe d'une vie encombrée, maison, bureau, emploi du temps, relation. Et puis souvent, il y a quelque chose, un événement qui vient éveiller un peu la conscience, une lecture, une rencontre, quelque chose qui change la vie. On découvre un livre, un blog. Donc ça permet une prise de conscience et ça amène des questions existentielles. À quoi je tiens, comment trier, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et ensuite, donc c'est le début du changement, des encombrements de la maison. Et il y a une lutte perpétuelle. Moi, je pense que j'en suis encore un peu là. C'est une espèce de lutte perpétuelle. Voilà, il y a des anciennes habitudes qui reviennent. Après, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu vas dans les magasins, il y a cette tentation. Moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'était plus d'aller dans les magasins. Ça marche très bien. Enfin, j'ai pas remis, enfin, je mets très rarement le pied en fait dans les grandes surfaces ou les magasins. De base, quand j'achète des vêtements, c'est ou soit dans les friperies ou soit sur internet, sur les revendeurs d'occasion. Pour l'alimentation, en fait, je suis plus exposée ni aux grandes surfaces ni J'ai pas bien compris. T'as dit que t'allais au marché, c'est ça? Et que marché pour les fruits et légumes, aux endroits de vrac pour acheter tout ce qui est alimentation. Pour les vêtements, sur internet, sur les revendeurs d'occasion ou soit dans les friperies. Et du coup, en fait, j'y vais rarement parce que du coup, j'ai peu de vêtements, j'en achète très peu aussi. Mais du coup, ça permet d'éviter aussi d'être exposé d'un autre côté. Donc, ça peut être une solution aussi. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a toujours un... On n'en a pas vraiment parlé, puis il ne reste plus beaucoup de temps. Mais le fait de... on se comporte bien pendant un certain temps, et puis à un moment, il y a quelque chose qui revient, et du coup, on repère un peu le fil. Je pensais à ça par rapport au zéro déchet, par exemple. On recommence à acheter des choses emballées, et puis... Donc, je finis donc le processus dont tu parlais. Ensuite, on peut mettre en place des méthodes pour éviter le réencombrement. Donc, comme tu disais, en évitant les magasins, en changeant un peu ses moyens d'acheter. Et il y a un désencombrement de tous les autres domaines de la vie jusqu'à l'arrivée du vrai essentiel. D'accord. Je sais pas si tu as vu les messages de Samir du coup. Il n'a pas répondu encore. Et puis on arrive à plus de liberté, plus d'espace et à un mieux-être et une paix intérieure. C'est vrai que quand on a commencé à avoir ce rapport aux objets, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, et ça passe à d'autres domaines comme... Ok. Donc on va reprendre avec... tu veux reprendre sur ce slide-là, du coup, Safa Je vais reprendre à la citation de Saad, du coup. D'accord. Donc au slide sur les citations. Oui, exactement. Ok. Donc on les... Il n'y en a qu'une seule, en fait, une grande citation. D'accord. La voix tout aux yeux, du coup. Ouais. Donc, je vais la lire si ça te dérange, si ça te va. Du coup, c'est Salman el-Farisi qui était depuis, donc du coup, c'est des compagnons du prophète, qui était devenu vieux et qui s'apprêtait du coup à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il s'apprêtait à bientôt, enfin, il devait être vieux, donc il allait bientôt décéder. Et du coup, il s'est mis à pleurer et Saad est venu donc le voir et il lui a demandé pourquoi il était si triste. Et il lui a répondu qu'il ne pleurait pas parce qu'il craignait la mort ou qu'il aimait la vie, mais qu'il s'était souvenu d'un message, d'une citation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que chacun de vous ne prenne de la vie ce que prend un voyageur comme provision. C'est-à-dire, si on réfléchit un peu plus, le voyageur, c'est quelqu'un qui ne prend pas grand-chose, juste ce dont il a besoin au quotidien. Donc, et après, il lui a dit, or, me voilà entouré de toutes ces richesses. Donc, Saad, il s'est dit, toutes ces richesses, eh bien, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi. Et il l'a vu autour de lui, il a regardé autour de lui, et il a vu qu'en fait, il y avait une grande écuelle et un récipient pour les ablutions. C'est assez étonnant. Donc là, on revient vers cette vision un peu plus ascétiste, dans le sens où on se réduit à très, 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 très peu. Donc, c'est les compagnons du prophète, on peut se dire ça, c'est des gens qui sont assez exceptionnels aussi dans leur vision de voir les choses, dans leur façon de voir des choses et qui se tiennent aussi beaucoup au messager d'Allah. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça dans le sens où quand on approche de la mort ou
ou quand on a une vision très islamique de la chose, on sait qu'on va pas partir avec tous ces objets. Donc, ça sert à quoi de les avoir, de les posséder si au final, bah, ils vont pas nous servir à grand chose, tu vois. Donc, c'est une fois de plus quelque chose qui revient vers cette vision islamique du minimalisme et du peu dont on a besoin aussi. Mhm. Je sais pas si... J'entends aussi dans la citation la question de Oui, la gratitude oui, et de l'amour qu'on a pour Allah et le mm, fait que plus on l'aime et plus on est euh, euh, je ne trouve pas l'adjectif en français, plus ouais, on est on le remercie en fait pour tout ce qu'on a, plus on se sent riche mm, malgré le fait qu'on puisse avoir peu en fait. Et mm, du coup, c'est vrai que même en ayant peu, on peut être tellement heureux et satisfait de sa vie qu'on peut en arriver à se sentir coupable et oui. avoir l'impression qu'on a peut-être trop et qu'on n'a pas pris suffisamment peu en fait. Voilà par rapport à ce qui nous était. Exactement, c'est une culpabilité qu'on retrouve vis-à-vis de nos valeurs, qu'on soit musulman ou pas. J'avais une amie qui, quand je lui ai posé la question, elle avait vu ça sur Instagram et elle m'a dit que elle, quand elle s'était mise au minimalisme, c'est une amie qui est pas musulmane, mais quand elle Mhm, s'est mise au minimalisme, elle avait cette culpabilité là déjà en fait de de posséder autant, tu vois, alors que c'était à l'inverse de ses valeurs. Donc je pense que même quand on est musulman, c'est un ajout de plus, en fait, c'est quelque chose de plus, c'est peut-être une culpabilité même en plus de posséder autant alors qu'on devrait se contenter de peu et qu'on n'a pas besoin de tout ça, tu vois. mm. Donc si déjà dans nos valeurs c'est quelque chose qui existe, je pense que c'est quelque chose qui existe d'autant plus quand on a des valeurs religieuses, tu vois, et que ça a comment dire, un sens de plus pour nous aussi. Donc c'est légitime aussi de se sentir. Enfin, après la culpabilité c'est pas c'est un mauvais ami dans le sens où Mm. je pense que c'est on n'est tous pas parfaits en fait, que ce soit pour la foi, pour la prière, pour n'importe quelle autre pratique religieuse, parce que finalement le minimalisme ça peut être considéré comme une pratique religieuse. Je pense qu'on n'est tous pas parfaits. Il faut aussi être bienveillant avec soi et se dire que on va pas réussir tout du premier coup et que comme n'importe quelle autre pratique, on n'est pas parfait en fait et que l'intérêt réside dans les intentions et dans Mm. les objectifs à vouloir faire mieux et à vouloir progresser plus que dans réellement les faits en eux-mêmes. Mhm. Je sais pas si toi tu rejoins aussi cette vision ou ce que tu en Bah penses. si si ouais je comprends et c'est un peu ce qu'on voit là, c'est-à-dire que il a déjà très peu, mais au lieu d'être satisfait aussi de son propre cheminement, ça veut dire de se dire bon bah voilà j'ai renoncé au maximum et puis Mm. Allah va être satisfait. Oui, Il est toujours dans cette démarche de mais est-ce qu'il va vraiment être satisfait et en fait j'ai déjà tellement et regarde enfin et je suis déjà tellement riche en fait dans cette vie et est-ce que c'est vraiment satisfaisant pour lui? Donc il y a toujours ce doute en fait qui demeure et cette humilité on peut voir qui ça demeure malgré tout. comme une satisfaction du peu qu'il possède aussi. Mm. Dans le sens où il est satisfait et même plus que satisfait, même limite trop reconnaissant pour le peu qu'il possède en fait. Mais il est satisfait de ce qu'il possède, mais il n'est pas satisfait de lui. Et c'est Mm. ça peut-être qui... C'est ça, oui, qui se fait la différence, c'est vrai, ouais. Ouais. Eh bien, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, du coup. Ou d'autres remarques, d'autres Par sujets que vous rapport à la voudriez encore citation, qu'on aborde ou... on va leur laisser le temps de mettre leurs remarques et leurs arguments sur le sujet. Après, j'ai mis quelques questions qui peuvent aider à la réflexion par la suite. Est-ce que c'est réaliste au vu de la société actuelle et de toutes les tentations? Donc ça, on l'a déjà un peu abordé. Est-ce que, par exemple, pour ceux qui ont essayé déjà de mettre en place quelque chose, ils ont été bloqués par ça? Comment est-ce qu'ils voient un moyen d'y remédier aussi? Ça peut être aussi intéressant de se poser la question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous avez aussi mis en place? Ouais, auquel on n'a pas forcément Oui, voilà, c'est ça, on n'a pas nécessairement parlé de tout. pensé. Ouais. C'est un super. Déjà, tu as demandé si c'était réaliste au vu de la société actuelle. Moi, j'ai l'impression que c'est nécessaire. Oui. Euh, et,
et qu'effectivement, c'est possible, mais après, enfin, c'est aussi à chacun de faire en fonction de sa sensibilité. Je pense que le, le fait de culpabiliser les autres ou de dire que c'est mal, c'est aussi toujours un peu dangereux parce que c'est là que se créent un peu les résistances et que les autres ont pas envie en fait de participer. C'est pour ça quand on demandait tout à l'heure qu'est-ce qui a été le plus difficile, euh, quand je disais que c'était pas particulièrement difficile, c'est parce que j'avais envie. En fait, Oui. j'avais envie de faire tout ça, j'avais envie d'essayer de vivre différemment, et donc c'est où sont nos envies en fait? Qu'est-ce qui nous tente? Qu'est-ce qui nous attire? Exactement. C'est- Non, pour l'instant, il y a des gens qui remercient pour le live. Je ne sais pas si tous ceux D'accord. qui étaient là tout à l'heure J'ai vu, bah, c'est pas sûr. ont pu J'ai se essayé reconnecter en fait. Et c'est un peu dommage parce que c'est la fin où oui, c'est vrai. Et puis, on a j'aurais bien besoin aimé. qu'ils soient là et qui nous disent un peu. Euh, Bah, je pense que sinon, s'il n'y a pas trop de réactions pour le moment, je pense que c'est parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu revenir aussi sur le live. mhm. Mais je sais qu'il sera rediffusé par la suite, où il sera présent sur la page, donc ce serait bien aussi de pouvoir conclure à ce niveau-là. Il y a du coup les lectures, il y a des lectures à proposer par la suite, enfin des lectures que j'ai pu Ouais. consulter. Alors peut-être avant, parce qu'il y a quelqu'un donc Donc, du coup qui parle des livres. Juste avant, il y a Shamsi qui d'accord. demande si on avait rappelé le fait que le musulman n'emporte que trois choses après sa mort. Oui, ça Donc c'est intéressant. effectivement non. Et puis là, j'avoue que les trois choses ne me viennent pas à l'esprit. Donc si si toi Il ça me fait. semble, alors, il me semble que du coup c'est les Hassanat qui l'a faite, que c'était les doigts de ses enfants et la troisième d'un enfant pieux et la troisième, je t'avouerai que là je l'ai pas en tête. Alors ça y est, nous les donne, c'est bien. Une aumône continue, une Oui, science dont les gens tirent profit et un enfant pieux qui invoque pour lui. voilà, c'est ça. Mm. Donc une aumône continue, donc peut-être une aumône qu'on a faite avant ou quelque chose qui a des répercussions, comme par exemple le fait de donner pour une mosquée qui va continuer à Ouais, je fonctionner. pense que c'est ce qui est entendu, c'est le fait de donner régulièrement. En tout cas, c'est Exactement, voilà, quelque chose qui puisse avoir des répercussions sur le long terme aussi, aider à la construction d'un lieu qui soit un lieu de vie commun, par exemple, ou ce genre de choses. Ça peut être des exemples parmi tant d'autres, mais c'est pour vrai. la chose dont les gens tirent profit. En Mm. fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que surtout, on n'emporte rien de matériel avec nous. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en arrière-plan dans notre mode de vie pour, Inch'Allah, pouvoir faire au mieux et pouvoir aussi mettre en place un minimum de minimalisme dans nos vies. Mhm. Après, moi, je peux proposer un défi à tous ceux qui nous regardent ou ceux qui voudront nous regarder un peu plus tard. C'est aussi de prendre un gros carton au coin de sa chambre ou une grosse boîte et de chaque jour, Inch'Allah, y mettre un ou deux objets et pouvoir en faire don à la fin du confinement ou à la fin de Ramadan. Et peut-être aussi gagner des hasanats ou avec ces objets à donner. Ou peut-être même les vendre s'ils veulent en tirer un bénéfice et après faire don de l'argent qu'ils auront récupéré. Ça peut être un bon investissement et un bon début, je pense, pour désencombrer un peu son chez-soi et peut-être aussi son esprit d'une certaine façon. Mm. Ouais, surtout que là, il y a du temps un peu pour ça, pour. Voilà, c'est ça. Puis on est chez nous tout le temps, donc autant en profiter pour Mm. désencombrer un peu, faire le tri. Ouais. Et même la dimension par rapport à l'aumône, la dimension globale du minimalisme et du fait de réduire ses besoins, Mhm. ça crée aussi, comment dire, une marge qui fait qu'on a aussi plus à donner. Enfin, du coup, comme soi-même, on a besoin de moins pour soi, pour ses besoins quotidiens, bah, on a aussi plus d'argent ou plus de temps, ou plus, voilà, plus à Ouais, voilà. donner de façon générale. On gagne en d'autres choses en fait. C'est pas comme si c'était que de la réduction. Au final, on gagne en temps, on gagne en qualité Mm. de vie. Alors, il y a Ikram qui demande dans lequel on parlait des cadeaux. Moi, celui dont je parlais, je vais mettre le titre en commentaire. Alors, il est Je veux dire, pas. C'est La magie du rangement de de Marie Kondo, Marie Kondo.
Mais il y a aussi, on trouve aussi plein Conférence, de conférences ou de vidéos. Et mm, donc dedans, effectivement, elle aborde un peu toute sa méthode en fait pour faire du rangement et du tri. Et il y a une partie qui est consacrée un peu aux cadeaux et où elle a un mm. peu ce rapport-là. Hein. Donc c'était plus c'est plus l'idée en fait qui était dedans et que j'ai résumé parce qu'elle le développe pas non plus beaucoup. Enfin, c'est Mm. pas, ça prend pas non plus beaucoup de temps dans le livre, la partie dont elle parle. Donc c'est Mm. vraiment cette idée Mais que. après, je sais que les cadeaux, c'est très développé dans la partie dont on parle enfin, dans le livre de Bea Johnson, dans le zéro déchet, du coup. Mhm. Elle donne aussi beaucoup d'alternatives. Elle donne beaucoup d'alternatives, d'exemples de ce qu'elle a fait avec ses fils. Du coup, c'est assez intéressant aussi de lire cette partie. En général, c'est un très bon bouquin. Donc, Mhm. non, Bah donc du coup plutôt celui de Bea Johnson pour les cadeaux et pour tout ce pour qui des est idées aussi voilà, sur. pour des idées. Exactement, pour aussi donner des trames de début, pour apprendre à faire les choses. En fait, je pense que c'est le mieux Mhm. au-delà des vêtements parce que finalement, Marie Kondo, c'est plus du rangement, du C'est tri. plus le rangement, les vêtements Mm, et un peu son rapport aux objets dont elle parle. Mais comme tu disais, il y a toujours cette mm, question du sparkle, là, de l'étincelle, et mm. puis que quelqu'un avait commenté en disant que c'était un peu exagéré, et cette question de l'attachement aux objets. Donc, voilà. Après, donc il y a le livre que vous voyez à droite, Famille zéro déchet. Mhm. Donc là, c'est un peu un livre illustré et il donne Oui, aussi, il raconte un peu hein, leur parcours. Il y a aussi des vidéos YouTube où on les voit et il donne pas mal d'idées de eux comment ils fonctionnent. Et puis Pierre Rabhi, là, c'est vraiment plus un texte où il parle de cette sobriété heureuse. Et puis lui, il a aussi vécu en enfant. Il a vécu donc en Algérie avec ses parents et du coup il a aussi connu cette sobriété heureuse de cette époque-là en fait où les d'ailleurs, gens avaient peu et puis il a en France avec sa femme ils se sont installés ensuite dans une maison avec un grand jardin et c'est là qu'ils ont essayé de vivre en autonomie du coup donc depuis pas mal de temps pour ceux qui connaissent pas et puis il a fondé le mouvement Colibri il me oui, semble non, si vous voulez vous renseigner un peu plus, voilà c'est intéressant. Après, il y a les références cinématographiques pour ceux qui veulent un peu plus. Franchement, c'est bien pour la prise de conscience, surtout pour ce genre de film, histoire de comprendre un peu ce qui se passe aussi au niveau mondial et de comprendre qu'on est capable aussi de faire des choses à notre niveau. Je pense que c'est super intéressant. Je sais pas si tu vois la slide avec oui 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 si les références, mais en gros, il y a les films de Cyril Dion, enfin, que je pense qu'ils sont très accessibles et sympathiques à regarder. Mm. Et un qui s'appelle Solution locale pour un désordre global, qui est un peu plus, comment dire, axé agriculture, un peu plus axé sur le traitement de la terre et que j'ai beaucoup aimé, donc je recommande. Il y a aussi un livre, un film plus ancien de Colline Serrault, donc celle qui a fait Oui, le Solution oui, la même locale, personne qui a fait, ouais, voilà, qui a fait un film qui s'appelle La Belle Verte, qu'on oui, trouvait jusqu'à il y a récemment sur YouTube. oui, Et c'est un film que moi j'adore et qui est du coup pas du tout documentaire. Hein, c'est un film qui fait plus du coup réfléchir sur justement qu'est-ce que c'est l'essentiel en fait mm. et sur comment les humains vivent les uns avec les autres et qui est aussi très très chouette. Voilà. Bah, je l'ai pas vu. Donc, J'irai ouais. voir si j'arrive à le retrouver, puisqu'il est plus sur Ouais. YouTube. Mais je Ah, regarderai. il y est plus? Bah, je sais pas. J'ai pas forcément vérifié. Je l'avais pas spécialement entendu parler aussi avant. Donc, Ouais, La Belle Verte, donc ça s'appelle. ok. Et Bah, je vais ouais, regarder c'est alors. une martienne, du coup, qui arrive sur la Terre et qui voit un C'est un peu peu tous le film. nos. Parce que, par exemple, Solution locale, c'est plus un documentaire. Mm. C'est quand même un peu plus sérieux comme format. Ouais, ouais.